Merci, bonjour. André Bertrand. Oui, j'ai deux problèmes, deux questions de réalité. D'abord une qui a déjà été posée de longue date par Marx, qui est l'argument de Marx contre le socialisme utopique, le socialisme à la française, beaucoup plus généreux, beaucoup plus beau que celui de Marx. C'est celui ils ont les mains blanches mais ils n'ont pas de mains, c'est-à-dire c'est très gentil de vouloir faire écrire la Constitution, c'est un très bon principe, hein. Après tout c'est le peuple qui est souverain, mais le problème c'est comment arriver à instituer cette initiative et faire que tous les Français écrivent la Constitution. Comment est le rapport de force c'est bien beau de dire on va écrire la Constitution, bon ben d'accord, on écrit la Constitution, et puis après, il faut un rapport de force pour ça. Hein. Et ce rapport de force, il n'est pas dans la Constitution. On retombe sur un problème, là je ne le vois pas, enfin tu as probablement réfléchi là-dessus, et tu as peut-être une solution, ou si tu l'as pas, il faut y réfléchir, mais le problème c'est ça. Hein. Le deuxième problème, c'est que, bon, nous sommes là des gens sensibilisés, etc. Si on faisait écrire l'ensemble des Français, qu'est-ce que ça donnerait et alors, qu'est-ce que ça donnerait? Là, il y a des gens qui ont déjà réfléchi à ça. Il y a Montesquieu, il y a Rousseau. Je vous rappelle que Rousseau, c'est quand même le père du contrat social. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'était un grand économiste à son époque. C'est lui qui a écrit l'article économie dans la grande encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Et c'est très intéressant parce que ça parle de vertus qu'il faut que les élus aient, etc. Donc c'est bon de prendre Rousseau. Et ensuite, Rousseau n'a pas écrit que le contrat social. À la suite du contrat social, il a écrit aussi des constitutions. Il a écrit un projet de constitution pour la Corse qui lui avait été demandé par la petite période où la Corse était indépendante, et le projet de constitution pour la Pologne que lui avaient demandé les Polonais. Et là-dedans, il y a des choses qui sont très intéressantes, et en particulier concernant la démocratie représentative, dont le référendum d'initiative populaire. Le référendum d'initiative populaire, moi, ce que j'ai appris de ces gens-là, hein, notamment Montesquieu, c'est que c'est un système de gouvernement qui accentue les extrêmes, qui fait qu'on passe d'un extrême à l'autre et qui ensuite provoque des effets d'incohérence dans le gouvernement, dans la suite du gouvernement. C'est un système qui est extrêmement volatile politiquement. Pour peu qu'il y ait un drame sur quelque chose, on va voter une loi sur quelque chose. C'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les gens qui ont réfléchi des siècles auparavant à ça, et puis des effets d'expérience. C'est la raison pour laquelle Montesquieu met en place des systèmes de chambres, hein, avec une démocratie parlementaire et des chambres élues. Et il trouve que c'est encore trop volatile. Une démocratie représentative avec une seule chambre, c'est encore pour lui trop volatile politiquement. Donc il fait un système avec un bicamérisme, enfin lui et ceux qui se sont penchés sur la question par la suite, avec un bicamérisme, avec une chambre élue directement et une chambre élue indirectement, ce qui permet de diminuer encore la volatilité. Moi personnellement, je vous avoue que je ne suis pas du tout pour la démocratie représentative, je ne suis pas du tout pour le référendum d'initiative populaire. Je me suis même opposé à des amis qui sont constitutionnalistes et qui voulaient supprimer la deuxième chambre, le Sénat, au motif que le Sénat est la chambre qui amortit le plus la volatilité politique. Je sais très bien, et j'ai une grande admiration pour les Suisses, parce que pour moi les Suisses ont une grande qualité, et ils sont assez intelligents pour ne pas avoir fait partie de l'Union européenne, et ils ne s'en portent que mieux. Hein. Le gros souci des Suisses aujourd'hui au niveau monétaire, c'est comment faire pour ne pas que notre monnaie se réévalue trop, hein, et non pas se dévalue. Donc ce sont quand même des gens très intelligents, j'ai une grande admiration pour eux. Mais je ne suis pas certain qu'on puisse fonctionner en France comme en Suisse. Maintenant, si on arrivait à provoquer des cantons avec des tailles conviviales, la base de la Suisse, c'est la convivialité. Hein. Il cherchait, un peu comme Aristote, une
constitution qui stabilise effectivement les décisions politiques. Mais est-ce que la stabilité est le critère? Pinochet, c'est très très stable. C'est ultra stable. Et c'est épouvantable. Donc la stabilité, ça ne suffit pas du tout. Est-ce que le risque d'erreur, j'ai l'impression que les aristocrates et ceux qui veulent être les élus montent en épingle. Alors je ne dis pas que c'est toi, hein, parce que je sais bien qu'il y a des tas de gens qui sont des copains de gauche qui sont séduits par cette idée et qui ne le font pas avec de mauvaises intentions. Mais on dirait que on monte en épingle le risque d'erreur comme si les élus ne se trompaient pas et comme si l'erreur était problématique, alors que, de mon point de vue, tout ce qui est vivant, de la cellule jusqu'au diplodocus, et tout se trompe, et même les arbres. Je veux dire, l'arbre, quand il commence à faire pousser une branche vers un mur, il ne sait pas encore, mais il se gourre, quoi. Puis quand il arrive au mur, il change, quoi, hein, il se trompe, il prend une autre décision. Nous n'arrêtons pas, je me brûle, ok, c'est la dernière fois, maintenant je vais changer. Et les élus aussi, les élus déclenchent des guerres, les élus déclenchent la catastrophe, la catastrophe multiforme, hein, la catastrophe épouvantable, quasiment vitale peut-être, et ce sont bien les élus avec 2 chambres qui l'ont déclenché. Je veux dire, ça ne nous protège absolument pas de la corruption par l'hubris, la démesure des riches. Si tu veux, je partage avec Montesquieu et Aristote l'ambition, la recherche d'institutions équilibrées. Hein, je crains comme eux les excès. Mais il me semble que le simple bicamérisme et la mise à l'écart du peuple, parce que le peuple va se tromper, le peuple va commettre des excès, comme si le bicamérisme, comme si les 2 chambres n'allaient pas commettre d'excès, on est complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire que ça se voit que c'est un aristocrate qui est en train d'écrire. Non, le problème de la volatilité politique, c'est pas le fait que le peuple prendrait de mauvaises décisions. Je suis entièrement d'accord avec toi, le peuple ne prend pas plus de mauvaises décisions que ses représentants, et après tout, on est plus intelligent quand on est nombreux que quand on est quelques-uns, même si on est des experts. Je me méfie pour en être un des experts, parce que quand je vois ce que tous mes collègues économistes ont fait de la planète, je pense que les plus incompétents des experts, ce sont les économistes. En tout cas, ceux que l'on voit passer à la télévision, peut-être pas les autres dont on n'entend jamais parler. Mais le problème de la volatilité, c'est le problème de ce qu'on appelle en économie le stop and go, c'est-à-dire le problème de un coup on tire la barre à droite, un coup on tire la barre à gauche. Et aussi bien un coup on tire la barre à droite dans un sens et en même temps pour un autre problème on tire la barre à gauche. Et on fait à ce moment-là une politique qui est incohérente. C'est le problème de l'incohérence, la volatilité politique. En parapente, on appelle ça le surpilotage, c'est-à-dire qu'un débutant, quand il voit que ça tourne à gauche un peu trop, il donne un trop fort coup de frein à droite, et les pilotes font ça, les pilotes surpilotent. Donc la thèse, ce serait que des amateurs de la politique vont surpiloter. Ils vont stop and go, ils vont exagérer dans un sens. Je ne fais pas de parapente, donc je ne peux pas te dire. Mais c'est tout les pilotages. Mais et les élus, eux, ne surpilotent pas. Les chambres ne vont pas surpiloter. Je vois pas en quoi le fait qu'ils soient élus et en chambre, je vois pas le fait qu'ils soient élus, en quoi ça nous protège du surpilotage. Pendant la crise de 29, ils ont complètement coupé les crédits. Ils ont complètement laissé le crédit s'arrêter complètement. Ils avaient beau être élus et en chambre, ils ont laissé le crédit s'asphyxier. Et la création monétaire bloquée complètement, et donc le chômage avec le... Là où je te rejoins, c'est sur je ne dénie pas tout ce que tu as dit auparavant sur le problème des élus et la nécessité de remédier à ça. Le fait est que les élus, eux, vont dans un sens beaucoup plus... font beaucoup moins de fluctuations parce que, comme tu l'as dit justement, ils ont des intérêts bien compris, bien précis, bien stables, et il n'y a pas de surpilotage parce qu'ils vont toujours dans leur sens à eux, qui est un sens... Donc là-dessus, je te rejoins complètement. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'une assemblée populaire ayant elle aussi des intérêts tout à fait stables donnerait une politique finalement pas du tout instable? Quelles sont les expériences concrètes qui permettent
de confirmer, d'étayer, de renforcer cette idée qu'une assemblée populaire prendrait des décisions plus marquées, avec des effets de balancier, de surpilotage. Est-ce qu'on a des exemples d'assemblées populaires qui sont complètement déconnantes, comme ça, erratiques? On a des exemples? On a en tout cas les sondages des instituts d'opinion. On voit la volatilité politique et la volatilité émotionnelle des pilotages. Non mais attends, d'accord, effectivement, mais si on faisait pareil avec les élus, on aurait le même résultat. C'est-à-dire que si tu poses à un élu une question sur laquelle il ne connaît rien, sur laquelle il n'a pas réfléchi, il n'a pas débattu, tu lui poses une question, il va te dire une coyanade. Il a beau être élu, il va te dire une coyanade. Et c'est le débat avec ses confrères élus qui va le rendre plus posé, prenant en compte tous les arguments, mais c'est pareil pour les tirer au sort. Et les sondages sont pas du tout, à mon avis, sont pas du tout significatifs de ce qu'on demande quand on imagine d'instituer une démocratie. Les Suisses, quand ils font un référendum, c'est pas du tout un sondage. Ils ont un débat qui peut durer 6 mois, 1 an avant de voter. 6 mois ou 1 an de discussion âpre avec des controverses publiques. Et en fait, quand ils votent en connaissance de cause, ceux qui vont voter. C'est pas du tout écervelé. Et si tu veux, je suis d'accord avec l'idée que si nous... Alors, dis-moi si ça suffit. Si dans nos institutions, quand nous écrivons le référendum d'initiative populaire, si nous prévoyons d'imposer une période de débat et des conditions de débat qui font que toutes les opinions, y compris celles des élus, des professionnels, puissent être correctement mises en conflit, qui puissent être mises en scène. Imagine que dans nos institutions, on écrive non seulement il y a un référendum d'initiative populaire, mais qu'il y a une chambre du référendum qui est tirée au sort, je préfère, en tout cas on décidera, mais qui est chargée de l'organisation des débats, du temps de parole de chacun des protagonistes, de ceux qui ont quelque chose à dire, de la durée du débat, Alors en Suisse, tu sais que le Parlement peut faire une contre-proposition. Quand il y a une initiative populaire, le Parlement suisse peut dire non, mais ça c'est complètement déconnant, de notre point de vue d'élu, c'est déconnant, et voilà pourquoi. Donc il y a un argumentaire, et puis voilà un contre-projet. Donc on a compris que vous voulez ça, on va vous proposer quelque chose qui ressemble, mais qui tient compte de tel et tel argument. Et en fait, les Suisses votent pas pour un projet dans ce cas-là, mais pour deux. Enfin, ils tranchent entre les deux. Et donc là, ils se sont donné les moyens d'avoir une controverse, une décision apaisée, apaisée en tout cas avec un débat riche, complet. Donc je reprends ce que tu dis. Effectivement, je pense que peut-être peut-on imaginer des effets d'inertie qui permettraient de ne pas être trop réactif, parce qu'après tout, la volatilité, c'est la réactivité à très court terme. Quand on parle de volatilité d'un marché, c'est le fait qu'il surréagisse à l'événement à très court terme. Donc on pourrait imposer des délais, par exemple. Voilà. Imposer des délais, c'est-à-dire que quand il y a une initiative, on ne pourrait pas avoir de référendum avant 6 mois ou 1 an. Moi, je te propose que ça soit plutôt quelque chose dont on discute cet après-midi. Voilà, par exemple. Peut-être votre continue maintenant, tu prends d'autres questions, que je ne monopolise pas la parole. D'accord. Je signale à ce sujet que les Athéniens savaient ce risque de prendre des décisions hâtives. Ils connaissaient ça. L'expérience athénienne est un puits sans fond, une mine insondable de trucs et d'astuces pour faire société, pour faire du politique, pour se protéger contre les démagogues, contre les erreurs comme celle-là. Ils ont trouvé plein de trucs. Ils avaient les mêmes problèmes que nous. Ils n'étaient pas plus bêtes que nous. Ils étaient pareils. C'était les mêmes. Et à un moment donné, ils étaient moins bêtes que nous parce qu'ils faisaient plus de politique, ils étaient plus entraînés. Et par exemple, quand une décision avait été âpre, ça avait été difficile à l'Assemblée, dans l'Ecclésia, ils avaient discutaillé, de façon institutionnelle, donc ils votaient pour la loi ou contre la loi, mais de façon institutionnelle, si ça avait été discutaillé, ils s'imposaient dans leurs institutions de se revoir, de se réunir à nouveau sur le même sujet 15 jours après, et où tous les beaux parleurs, tous ceux qui avaient pris la parole, étaient interdits de parole dans la deuxième assemblée, pour voir si la deuxième assemblée allait décider la même chose. C'est rigolo ça, hein. Si ça a été âpre, si la décision est passée tout juste, ok, elle est passée, mais on sait que c'était juste, et on s'impose dans nos institutions que dans ce cas-là, on va se réunir à nouveau, mais les parleurs, ceux qui ont défendu les points de vue A et les points de vue B, la deuxième fois,
on estime qu'ils ont assez parlé et qu'il y aura la trace de ce qu'ils ont dit qui restera, et puis on laissera, on verra si on prend la même décision. C'est intéressant ça pour suggérer ça à l'UMP là en ce moment. Oui, bonjour, merci Étienne de ton intervention, je trouve ça remarquable. Alors je me présente, Jean-Pierre Malspina, je suis responsable associatif à Toulon depuis une trentaine d'années. Je suis un fervent partisan, contrairement à mon intervenant précédent, du référendum d'initiative populaire, mais je trouve que tu n'as pas parlé d'une notion qui me semble essentielle, c'est de décentraliser ce référendum à l'échelon local. Toi, tu n'as parlé que des référendums à l'échelon national sur les grands sujets, mais ça peut très bien se décliner au niveau local aussi. Et je prendrai un exemple d'actualité pour les Toulonnais que nous sommes. Moi, je suis un des membres du collectif Tramway, donc qui militons pour un tramway à Toulon, alors que la mairie s'est bloquée sur un superbus, soi-disant à haut niveau de service. En fait, c'est la même chose que les bus qui circulent. Et si, alors le maire dit, moi j'ai été élu, donc j'ai la légitimité, en démocratie, c'est moi qui décide. Pas du tout, il a été élu, mais il n'a pas été élu pour avoir carte blanche surtout, et pour faire certaines erreurs monumentales pour l'avenir de sa ville. Donc, voilà un exemple concret où on pourrait faire un référendum d'initiative populaire à Toulon dans l'agglomération, être vous pour ou contre le tramway, ou vous pour ou contre le bus de M. Falco. Voilà, vous voyez. Donc cet après-midi, il faudra prévoir le référendum d'initiative populaire est possible à partir de, non pas un nombre de citoyens, mais un pourcentage, et préciser au niveau municipal, départemental, régional et national. Je donne un autre exemple au niveau régional. Il y a eu un grand débat, vous avez eu des manifestations énormes sur le projet de ligne à grande vitesse entre Marseille et Nice, passant par Toulon. Bon, là aussi, ça pourrait très bien se trancher par un référendum à l'échelon régional cette fois. Voilà, vous voyez. Comme ça, on saurait si vraiment la majorité des gens est contre ce projet ou si la majorité des gens est pour. Il faut faire attention. Deux exemples. Il faut faire attention à la réaction not in my backyard. Vous savez, oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Chacun dit, moi je veux bien d'une centrale nucléaire, mais pas dans mon, pas chez moi, pas dans mon jardin, pas dans mon arrière-cour. Et effectivement, on va avoir si nous nous mêlons de décisions politiques, et donc si nous nous donnons le moyen de résister aux abus de pouvoir, on va avoir un problème avec les décisions difficiles, celles qui pénalisent certains citoyens, voire un grand nombre de citoyens, au profit de tous les autres. Ces décisions-là vont probablement obliger le corps social tout entier à plus que dédommager ceux qu'on fait souffrir. Parce que pour l'instant, on dédommage, entre guillemets, ceux près desquels on fait passer une ligne à haute tension ou une voie ferrée, et on considère que c'est bien comme ça, de toute façon, ils n'ont pas voix au chapitre. Si nous avions voix au chapitre, on pourrait tellement bloquer le passage de la voie ferrée que pour qu'on accepte, il faudrait accepter des contreparties qui seraient de réelles contreparties bien plus substantielles. Mais peut-être que c'est bien ça justement, que les gens puissent plus se faire écraser au nom de l'intérêt général. Mais il faudra parler de ça. Vous allez voir, quand on discute du référendum, on se demande à quel niveau de référendum on va pouvoir imposer ou interdire cette centrale nucléaire. Est-ce que la commune elle, toute seule peut l'interdire alors que toutes les communes environnantes le veulent? Ça faudra qu'on en discute, vous allez voir, c'est peut-être pas si facile que ça. Mais c'est pas facile pour les élus non plus, sauf en tordant le bras de tout le monde. Mais donc, si nous on y réfléchit en faisant attention à la justice sociale, il faudra qu'on fasse attention à ce que les rouages ne soient pas auto-bloquants. Il faut savoir que pour le nucléaire, puisque ça c'est un sujet aussi très intéressant, en Italie, il y a eu un référendum d'initiative populaire au niveau national sur le nucléaire, et les gens ont décidé d'arrêter straight. Et Berlusconi a été obligé de s'incliner. Donc on voit que sur un sujet comme ça, qui en France est complètement étouffé, chez nos voisins, les gens ont eu droit au chapitre. Puis je voudrais soulever un autre point. Je crois que les forces dirigeantes à l'échelon mondial ne laisseront pas faire ça sans réagir. En fait,
le grand responsable de tout, il faut bien le nommer, c'est le capitalisme. Hein? Il vaut mieux dire crapulisme, c'est plus clair. Oui, enfin, c'est synonyme, hein, on va dire. Donc, tant qu'on ne se débarrassera pas du capitalisme, il ne faut pas rêver, on ne pourra pas faire toutes ces belles choses que nous imaginons aujourd'hui, c'est tout. Donc, le problème, c'est ça. C'est pas autre chose. Est-ce que je peux te suggérer, assieds-toi, parce que tu vas me dire si la réponse te convient ou si je me fiche de toi, je réponds à côté. Il me semble que le capitalisme n'existe que depuis 200 ans. C'est-à-dire qu'il existe précisément depuis que les riches du moment, les nouveaux riches du moment, les riches de valeurs mobilières, se sont débarrassés des riches immobiliers, des propriétaires terriens, 1789. Et ils ont pris le pouvoir d'écrire les lois. Ils ont écrit des lois de propriétaires. Des lois qui ont permis d'être non seulement riches économiquement, mais de devenir en plus riches politiquement et d'être capables d'augmenter leur puissance dans des proportions qui n'avaient été jamais vues dans l'histoire des hommes. Et c'est ça le capitalisme. C'est précisément, c'est complètement lié à ce que je dis. C'est-à-dire que c'est dans la Constitution que nous prévoyons les mécanismes que sont écrits, parce que ce n'est pas nous qui les avons prévus, mais que c'est dans la Constitution que sont écrits les mécanismes de choix de nos représentants, de non-contrôle de nos représentants, de possibilité pour les plus riches de prendre le contrôle des candidats aux élections et donc de prendre le contrôle des élus, une fois élus. C'est dans les différentes constitutions que sont écrites les conditions de faisabilité du capitalisme, du crapulisme. Le crapulisme n'est possible que parce que les plus riches ont pris le contrôle de la production du droit, la production des règles de droit. Mais d'où vient cette maîtrise du droit de la Constitution qui leur offre comme sur un plateau le pouvoir politique? Si les représentants étaient tirés au sort et ou élus librement sans candidat et ou contrôlés comme le lait sur le feu par des assemblées tirées au sort qui puissent les révoquer et ou sous la menace permanente de référendums d'initiative populaire qui permettent de les virer ou de supprimer les lois dont on ne veut pas ou d'imposer les lois qu'on veut, si des institutions instituaient depuis 200 ans notre puissance populaire au lieu de notre impuissance, mais on n'aurait pas eu le capitalisme. Donc quand tu dis le problème c'est le capitalisme, je dis oui, c'est vrai que le crapulisme est une catastrophe, mais comme je dis de plein d'autres choses, je pense que le crapulisme est une conséquence. C'est grave, c'est très important de l'analyser. Ce qu'a fait Marx pour dire comment ça marche, comment ils s'y sont pris, c'est vachement important. Ce qu'il a écrit sur la dette publique, c'est formidable. Ce que Marx a écrit sur le début du capitalisme qui est rendu possible par l'État qui, avec les finances publiques, fabrique les nouveaux riches qui vont ensuite renforcer leur puissance dans une espèce de cercle vicieux que rend possible le gouvernement représentatif, donc les élections. Cette analyse-là, elle ne suffit pas à créer une solution, parce que ce ne sont que des conséquences. Donc c'est important d'analyser les conséquences, mais la solution, quand tu te dis il faut venir à bout du capitalisme, tu dis il faut venir à bout de cette fièvre. Cherche pourquoi il y a la fièvre. Il y a la fièvre parce que les riches ont trouvé enfin le moyen de prendre le contrôle en plus de leur pouvoir économique. Ils ont pris le moyen d'avoir en plus de pouvoir politique grâce à l'écriture de la Constitution. Mais là, on n'est pas d'accord, parce que moi, je pense que le capitalisme, c'est la cause, c'est pas la conséquence. Pourquoi il n'existait pas avant? Qu'est-ce qui a fait qu'il devient... Comment se fait-il qu'il est, à partir de 1780, fin du 18e... Il existait avant, il y a eu déjà des faillites avec les assignats, sous la royauté, il y avait plusieurs... C'est pas le capitalisme, ça c'est... C'était à peu près la même chose, des mécanismes les possédants, ceux qui n'ont pas plus monnaie, etc. Bon, il y a des éléments du système de pression actuel qui existaient avant le turbo qui s'est mis en place en 1789. Pourquoi ils ont fait la révolution en 1789? C'est bien parce que... C'est parce qu'il leur manquait le pouvoir politique. Ils avaient le pouvoir financier, ils avaient l'argent, la création monétaire, il leur manquait le pouvoir politique. Le roi pouvait les jeter aux oubliettes.
Le clergé pouvait les excommunier. Ils avaient contre eux des contre-pouvoirs. En prenant le pouvoir d'écrire la Constitution, c'est-à-dire comment on désigne les représentants et comment, finalement, il n'y a plus aucun contrôle populaire, ils ont pris, si tu veux, c'est comme un turbo. Les riches se sont turbo-compressés au point de devenir à la fois puissants politiquement et économiquement. Ce qui, à mon avis, inédit dans l'histoire des hommes. À Athènes, il y avait déjà des riches, au Moyen-Âge, il y avait déjà des riches, la Renaissance, il y avait déjà des riches, mais ils n'avaient pas en plus de pouvoir politique. Le capitalisme, c'est... Aussi à la Renaissance, oui. Florence, par exemple. Mais oui, mais ils se déchiraient entre eux, ils n'avaient pas le moyen de... Puis il y avait les rois, il y avait les princes contre eux quand même. Non, ils devaient partager. Hein. Je sais bien que c'était pas... Je dis pas que c'était parfait avant. Ce que je dis, c'est que le capitalisme, au sens... Il y a une machine à broyer les humains, à transformer les paysans en esclaves industriels. C'est un droit qui le rend possible, c'est une mainmise sur la puissance publique qui n'est rendue possible que parce qu'ils ont enfin pu écrire la Constitution. Le concept de Constitution, l'écriture de la Constitution, c'est très récent là. Hein. Bon, d'accord, mais même si tu arrives à écrire la plus belle Constitution du monde, ils vont pas te laisser faire. Ils ont tous les pouvoirs, ils ont les médias avec eux, ils ont le pouvoir de l'argent. Comment veux-tu que notre affaire puisse percer après? Alors, tu vois, avant de te répondre, je te répondrai la même chose, parce que j'aurais pu te dire la même chose. Tu dis, il faut venir à bout du capitalisme. Venir à bout du capitalisme, mais comment on va le faire? Parce qu'ils sont très forts en face, ils ont l'argent, l'armée, la police. Donc, l'objection que tu me fais, et qui est interpellante, hein, on peut se la faire dans les deux sens. Donc, si tu veux, moi ce qui me semble, c'est que si, pour l'instant, nous sommes comme des enfants, qui acceptons la soumission, qui acceptons que des hommes au pouvoir écrivent eux-mêmes les règles qu'ils devraient craindre pour nous protéger. Une énorme majorité accepte. Voilà, nous deux, on n'accepte pas voilà, déjà. Voilà. Mais ce que je dis, c'est que cette espèce de graine qui est en train de germer et de se répandre, elle ne germe pas encore, elle se répand comme un rhizome. Cette graine de conscience populaire qui consiste à dire il ne faut plus, pour que le capitalisme tombe, il ne faut plus que les hommes riches puissent acheter le pouvoir politique. Donc il ne faut plus que les hommes au pouvoir écrivent les règles du pouvoir. Il ne faut plus que ce soit des parlementaires, des ministres, qui sont des gens installés, qui écrivent des règles pour eux-mêmes, comme dans cette occurrence-là. Il ne faut plus que ce soit. Si cette graine-là, enfin, alors c'est inédit dans l'histoire des hommes, dans la littérature politique, de tout ce que je dis, j'ai jamais trouvé cette idée-là défendue comme un axe central et prioritaire. Si nous en faisons enfin une priorité, quelque chose qui, un, nous réunit, et deux, nous rend radicaux en nous en prenant au problème par le bon bout, c'est-à-dire par sa cause. On est incroyable, c'est nouveau, on est à la fois unis et on s'en prend au bon endroit. Qu'est-ce qui manque? Il manque juste qu'on soit nombreux. Eh bien, concentrons notre énergie à faire que lui, pour l'instant, il s'en fout. Eh bien, moi, je vais m'occuper de lui. Voilà, vous vous occupez des autres, mais moi, je m'occupe de lui. Je vais essayer, je vais en discuter avec lui, et je vais essayer de le rendre conscient comme moi, j'ai été rendu conscient. Je m'occupe de lui. Si nous transformons en formateur de formateur, pas seulement quelqu'un qui a compris, mais quelqu'un qui devient formateur. Imagine que ça marche. Non, mais il y a un outil fabuleux pour ça, c'est l'Internet. Internet, mais pas que. Mais il faut faire attention, c'est que l'Internet, ils sont en train de le verrouiller, parce qu'ils voient bien que c'est la faille de leur système. Il n'y a pas que Internet. Hein. L'imprimerie a réussi à diffuser des idées alors qu'il n'y avait pas Internet. On a d'autres moyens que l'Internet. Internet, ça nous permettra d'aller plus vite. Très bien. Mais même sans Internet, si, quand je passe l'idée, quand je défends cette idée comme une idée centrale, si elle est bonne et simple, si elle est forte, si elle est bonne et forte, c'est la même chose. Si elle est simple et forte, si elle est contagieuse, en plus si elle est dite de façon contagieuse, pour que ce soit viral, hein, il faut pas seulement qu'elle contamine, mais quand elle contamine, il faut qu'elle fasse des contaminants, des contamineurs. Si on arrive à trouver cette formulation de notre problème, qui est à la fois radicale, simple, donc pour éviter les déformations, et virale, c'est-à-dire qu'elle transforme les gens se disent, il y a un truc là, il y a un truc, il y a une fenêtre qui s'ouvre que j'avais jamais vue. J'avais jamais vu un truc qui me donne autant de potentiel, autant de chemin prometteur. Si on trouve cette idée-là, je ne sais pas exactement à quel moment ça va finir par germer, à quel moment on aura le printemps, l'averse qui fait que ça va se mettre à germer partout. Mais si nous avons préparé le terrain en sous-sol, de façon bordélique, mais active, si on s'en est occupé,
en traduisant dans tous les pays pour que ça se passe, pas seulement dans un pays, mais dans plein de pays différents. Je sais bien que pendant que ça se passe, ça, rien ne change. Je sais ça, mais il se passe quelque chose qui fait que le changement sera possible le jour où, comme en Tunisie, ça va péter parce qu'ils ont tellement déconné que ça a rendu le truc insupportable. Il y a une montée en pression, mais si nous avons préparé un truc qui fait que, attends, la prochaine constituante, on veut plus de professionnels de la politique, on veut l'écrire nous, la Constitution. Mais Jean-Pierre, il va se passer un truc qui s'est jamais passé, je crois, dans l'histoire des hommes. Donc, c'est pas une recette toute faite, ça dépend de nous. Hein. Je sais bien que moi-même, je ne changerai rien. Il faut qu'on s'approprie chacun l'idée et qu'on la défende. Mais cette idée-là, elle peut tout changer parce qu'on prend le truc au bon endroit et on va... Tu veux, comme on le prend à la racine, comme on est radicaux, on se donne comme un médecin soignant la cause plutôt que le symptôme, se donne plus de moyens de le guérir. Oui, je suis d'accord, mais il ne faut pas se cacher aussi que la majorité de nos concitoyens, ils sont le nez dans le guidon. Leur problème... amener à aboutir ce projet constitutif. D'abord, je tiendrai à réagir sur les deux précédents intervenants. Le problème, ce n'est pas de trouver des idéologies de substitution pour remplacer le capitalisme, pour la bonne et simple raison que le communisme, le socialisme, le marxisme ou le nazisme, peu importe, derrière, c'était des banquiers. C'était la JP Morgan, c'était les mêmes familles financières qui finançaient tous ces gens-là. Donc en fait, je pense que je pense, selon mon avis, je peux me tromper, mais l'un des éléments que l'on doit mettre sur la table pour aboutir à cela, c'est de déterminer le laboratoire politique géographique qui a posé un problème à un moment donné, une oligarchie bien spécifique. Et moi, j'ai en tête l'Argentine. En Argentine, à une époque donnée, il y avait une triple oligarchie qui tenait ce pays d'une main de fer. C'était l'Église, l'armée et l'oligarchie financière. Et puis un jour, il y a une femme qui est arrivée, qui s'appelait Evita Perón, qui a posé problème, peut-être d'un point de vue idéologique, sur certains aspects, mais bon, moi je suis allé sur place, et ce qu'on entend chez nous et ce qui est la réalité de là-bas diffère. Ce qui est sûr, c'est que cette personne-là, en fait, présentait une figure et était un contre-feu vis-à-vis de cette triple oligarchie, parce qu'elle incarnait le peuple, et elle était populaire. Alors en fait, et c'est ce qui a amené d'ailleurs Kirchner à partir en 2001 de Buenos Aires, parce que les gens allaient la lyncher vis-à-vis du racket bancaire qui était organisé. Alors en fait, la chose à identifier, c'est le laboratoire politique géographique qui amène à faire contre-feu vis-à-vis de cette oligarchie. Donc moi je pense à l'Argentine. Et je m'interroge toujours de tous ces partis politiques en fait, qui malgré les moyens de communication que l'on a, qu'ils soient à droite, à gauche, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, de ne jamais utiliser le principe de la radio au quotidien. Genre Evita Perón ou Roosevelt faisait ça. Oui, la radio, c'est-à-dire au quotidien, de maintenir ce contact, cette jonction avec le peuple pour avoir un objectif de contre-feu vis-à-vis de l'oligarchie. Donc moi je vous soumets cette piste pour maintenir au quotidien cette relation avec le peuple. Parce qu'en fait, le moyen identifié, c'est le moyen de communication avec après des concepts pour à un moment donné aller, c'est-à-dire installer un contre-feu contre cette oligarchie. Moi je prends le cas d'Evita Perón et non pas des idéologies, parce que des idéologies, il y a toujours des sphères financières derrière. Et Evita Perón, moi je vois par rapport à l'Argentine, parce que je suis allé là-bas, il y a cette figure qui est installée. Et je suis persuadé que demain, le prochain clash qui arrivera, et qui sera très violent, et les oligarchies financières auront du mal à maîtriser cela, c'est en Argentine. Pour précisément les exemples que j'ai développés succinctement. Tu dis derrière les idéologies, il y a toujours les banquiers. C'est vrai que les idéologies qui ont du succès, elles sont comme portées par de l'argent qui vient toujours de la part des plus riches, comme si les riches avaient compris que à partir du moment où ils financent un mouvement, ils le contrôlent. Mais bon, c'est tout à fait plausible, parce que ça correspond à un intérêt et puis ça correspond aux observations. C'est vrai que les riches, pour contrôler les mouvements d'idées, les financent, parce que celui qui finance tient ensuite
s'est donné un moyen de chantage. Mais ça ne fait pas de toutes les idéologies des outils coupables ou inutiles. Quand Rousseau pense le contrat social, vraiment il faut lire ce truc-là, c'est un bon bouquin. C'est André qui parlait de Rousseau, tout Rousseau est bon, tout est bon, c'est fabuleux, un penseur inouï. On le fait un peu à l'école, mais pas bien. À l'école, on nous parle de... qu'est-ce qu'ils nous font lire à l'école? C'est pas le contrat social qu'ils nous font lire, c'est les confessions. Mais c'est pas ça qu'il faut lire, c'est le contrat social qu'il faut lire, c'est le projet de constitution pour la Corse, il y a des tas de choses très très importantes à lire. Et quand Rousseau a écrit, il n'avait pas les banquiers derrière lui. Rousseau était indépendant complètement. Il a été avec les encyclopédistes un temps, et puis dès qu'il s'est aperçu que c'est une bande de pourris de riches, il s'est mis à lutter contre eux. Et c'est devenu le martyr des encyclopédistes, le martyr des Lumières. On a dans des idéologies, quand je pense à Proudhon par exemple, qui pense pour nous la fédération, la démocratie au niveau communal, la banque populaire, donc justement pour s'affranchir des banquiers, et la fédération de communes. Proudhon, il n'est pas soutenu par les banquiers là. Et pourtant il y a une idéologie, un système d'idées pour le bien commun qui est quand même vachement utilisable, non? C'est pas contradictoire avec l'expérience de la... Sur ce, je suis entièrement d'accord. Le problème, c'est que quand on regarde la Révolution française, d'ailleurs, vous avez très justement mis en avant Guillemard, on voit que les financiers étaient derrière la Révolution française. Donc en fait, non, mais quand ils ont renversé la royauté, il y avait des financiers, il y avait des bourgeoisies. Le problème, c'est qu'on en vient toujours, quand ça se passe sur le phénomène sur un terrain bien précis, il y a toujours cette récupération. C'est là où en fait on arrive, il y a du mal à manœuvrer sur le terrain, parce qu'il faut allez-y. Non, mais tu as raison, mais en même temps il y a quelque chose de nouveau qui se passe. C'est-à-dire qu'autrefois, pour faire passer un message, il fallait beaucoup d'argent. Autrefois, quand un bonhomme ou un groupe de bons hommes avait une bonne idée, un truc pour émanciper l'humanité, il fallait tellement de pognon pour le faire savoir aux autres que les riches avaient toujours le moyen de nous circonvenir et de bloquer, d'arrêter le truc. Là, avec Internet, je sais bien qu'Internet, tout le monde parle d'Internet pour des couillonnades, des conneries. Internet, on se demande si ça a un intérêt tellement tout le monde en parle pour dire rien. Mais moi, je vous en parle pour dire quelque chose de très important là. C'est-à-dire qu'Internet, c'est même le seul truc qui est le plus important, c'est que ça nous permet de nous parler entre nous. Ça nous permet de faire une éducation politique populaire. C'est enfin, et c'est peut-être ça qui va faire que nos cellules chenilles vont se mettre enfin à faire du papillon à grande échelle. Enfin, nos idéologies, les idéologies qui nous semblent bonnes pour le bien commun, vont pouvoir se développer sans argent. Et donc sans la maîtrise, sans que les riches puissent circonvenir ou polluer ou détourner ou abîmer le processus d'émancipation. Peut-être que vraiment il se passe quelque chose, tu vois ce que je dis, c'est pas parce que les riches ont toujours pu, du temps où il fallait de l'argent pour être contagieux, ils ont toujours pu bloquer le truc. Aujourd'hui, il y a un truc qui peut leur échapper. Mais ils veulent bloquer Internet, d'accord, mais ils ne l'ont pas encore fait. Et je pense que le truc, la contagion serait exponentielle si chacun d'entre vous s'emparait de l'idée, la faisait sienne et devenait un virus. Mais vraiment un truc actif, c'est-à-dire qu'on arrête de se battre contre le nucléaire alors qu'on est impuissant. On se bagarre sur le nucléaire, ça ne change rien. 50 ans d'impuissance des acteurs sur le nucléaire. Alain Dehalleux m'en parlait il y a 15 jours, spécialiste du nucléaire, un journaliste, un cinéaste qui filme, qui enquête sur le nucléaire et qui disait dans une conférence, on était ensemble en Belgique, il disait c'est terrible, c'est affreux, mais nous sommes obligés de constater que 50 ans d'efforts ont débouché sur l'échec total. Nous n'avons rien changé sur le nucléaire. Donc, ce que je dis, c'est pas, je dis pas que la lutte contre le nucléaire est mauvaise. C'est pas ça que je dis. Je dis, nous devrions réorienter nos énergies vite avant qu'ils nous piquent l'Internet pour nous concentrer sur cette idée, à mon avis, décisive. Elle est simple et forte, elle prend le problème à la racine par le bon bout. Instituons notre puissance d'abord et puis on se disputera après. Je vous donne juste oui, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord avec ce que vous développez. Vous avez cité Chavez tout à l'heure.
actuellement au Venezuela, il y a beaucoup de sites internet qui ont parlé de l'éviction de Coca-Cola du Venezuela. Ça a été au profit de Pepsi Cola. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire que Chavez est déjà en train de se corrompre? Le problème, c'est que on nous présente, il y a toujours des forces d'argent qui collaborent pour je trouve pas le terme, pour évincer totalement d'autres forces d'argent. Pepsi Cola, c'est les Américains. Coca-Cola, c'est d'autres Américains. Goldman Sachs, on les présente, par exemple, je prends un autre sujet, Goldman Sachs, on les présente comme des opposants avec la JP Morgan. Ce qu'on ne sait pas, c'est que la JP Morgan est actionnaire de Goldman Sachs. Voilà, donc on en vient toujours. C'est-à-dire que même, le problème, c'est qu'ils ont une puissance financière tellement conséquente que quoi qu'on fasse, Internet, c'est l'outil de l'armée américaine. C'est la NSA. Je veux dire, je suis entièrement d'accord avec ce que vous développez. Le problème, c'est la révolution tunisienne, ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe de partout dans le monde arabe. Même à l'intérieur du pouvoir iranien, il y a des oppositions entre Ahmadinejad et le clergé chiite, qui a des intérêts convergents avec le pouvoir américain. Les gens n'en parlent pas, et c'est ça qui m'inquiète d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on parle de révolution. Je ne parle pas de vous, hein, bien sûr. Je parle dans un sens général, beaucoup plus dans un contexte massifié. On parle de révolution. Le problème, c'est qu'on perd de vue qu'il y a des gens qui profitent. Alors là où je vous rejoins, c'est un manque d'information de la population, mais qui en même temps, ils ont une forte réactivité, d'autant plus qu'il y a Internet. On est rapide dans la circulation d'informations, mais eux aussi le sont. C'est ça le problème. Et je pense qu'il va falloir prendre en compte la situation qu'il y a des rapports de force. Et comment, la question c'est comment identifier les gens qui ne sont pas corruptibles et à un moment donné créer un contre-feu. Moi je vois l'exemple de l'Argentine qui est pour moi un laboratoire politique, le cas des Descamisados, David Perón et tout, et je pense que c'est peut-être une piste à creuser. Voilà, c'était mon petit message. Oui, bien sûr, c'est tout à fait. Il y a le risque de corruption, de détournement d'un mouvement d'émancipation en l'infiltrant et en le conchiant avec des gens qui paraissent des amis au premier abord, puis qui en fait sont les pires ennemis. Alors, notamment, il y a les antifas qui nous traitent de fascistes. Enfin, c'est n'importe quoi. Ces gens-là sont très probablement payés par les banques, enfin, évidemment. Et donc, il va falloir qu'on fasse avec. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut absolument... Moi, j'ai pas besoin qu'on ait une logique de parti. Vous voyez, j'ai pas besoin qu'on ait une logique de groupe avec nous et les autres. À mon avis, l'idée qui me semble essentielle, là, elle n'a pas besoin que nous clivions l'humanité entre nous et les autres à la manière des partis politiques. Il me semble que l'idée... Elle est suffisamment, elle est autonome, elle est capable d'être défendue par n'importe qui sans faire référence à quelqu'un d'autre. Et donc elle peut se propager toute seule. Elle défend d'ailleurs autant les riches en tant qu'humains, pas en tant que riches. Les riches en tant qu'humains vont crever comme le cancer crève avec sa victime. Je veux dire, les capitalistes sont trop bêtes, c'est-à-dire qu'ils sont capables de tuer la bête et de mourir avec, tellement ils sont cupides. Et donc, c'est Keynes, je crois, qui disait que le capitalisme avait besoin du socialisme pour survivre. C'était quelque chose comme ça. Mais donc, cette idée que je défends, que c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir et qu'il faut mettre des limites et que c'est au peuple de mettre lui-même les limites, cette idée-là, elle défend les riches eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas besoin d'être si riches pour être heureux. Il va falloir en rabattre sur leur richesse avec une nouvelle constitution, mais ils continueront à exister et à vivre. Il me semble que cette l'idée que nous devrions défendre, elle devrait être capable de se développer malgré la corruption. Parce que, si vous voulez, j'ai pas besoin de savoir qu'un tel est juste ou pas juste. Une fois que je tiens l'idée, elle a sa force indépendamment de ceux qui la défendent. C'est-à-dire que même si je m'aperçois que parmi les gens qui défendent cette idée, il y en a un qui s'avère être vraiment un salaud, un affreux jojo, un gars qui mentait sur tout. Ok, mais l'idée, elle reste bonne. Et ça fait rien, je continue à défendre l'idée, parce que même si lui est corrompu, l'idée reste bonne. Oui, ce qui est fort dans cette idée, c'est qu'elle, normalement, elle a sa structure, sa force, sa logique, qui fait qu'elle peut, à mon avis, elle va craindre la corruption, parce que les gens croient. La première, c'est sur le lien entre République et démocratie.
Moi, quand je dis à mes amis que je ne vais pas voter parce que je suis démocrate et que je veux remplacer la République par une démocratie, ils me demandent mais c'est quoi la différence entre une République et une démocratie? C'est vrai que les médias font l'amalgame et c'est une arnaque parce que la démocratie c'est le pouvoir au peuple et la République c'est la République bourgeoise, c'est comme ça a été on l'a décrit, c'est une République qui se base sur des valeurs qui sont en grande partie les valeurs maçonniques. Et la franc-maçonnerie, c'est une élite qui se cache pour décider à la place du peuple, donc c'est pas du tout démocrate. Et donc voilà, première question, est-ce que pour vous, il y a une compatibilité quand même entre République et démocratie, ou est-ce que c'est vraiment des antagonistes? Et la deuxième, qui est aussi un petit peu liée, c'est sur la taille, la bonne échelle pour la démocratie. Est-ce qu'on fait comme Athènes, une cité-État? Est-ce qu'on fait à l'échelle nationale? Et si on ne fait pas à l'échelle nationale, sachant que bon, quand on demande aux gens aujourd'hui quel est leur peuple, ils disent plutôt français que toulonnais, par exemple. Bon, ça dépend, mais... Et est-ce que c'est pas donner une clé pour se faire... une clé à nos ennemis, sachant qu'on a toute une oligarchie qui est mondialiste et qui cherche à détruire les peuples et leur solidarité en détruisant les nations. On le voit avec l'Union européenne, c'est faire monter les régions, faire monter l'Union européenne et casser les nations entre les deux. Il y a Pierre Hillard qui décrit ça parfaitement, quoi. Donc voilà, c'est la première question, donc lien entre République et démocratie, la deuxième sur la taille, l'échelle. Alors, Res Publica, c'est la chose publique. C'est des bonnes questions, ça. République et démocratie, c'est à nous de décider ce qu'on met derrière le sens derrière les mots. Hein. C'est à nous de décider. Pour moi, pendant 50 ans, c'était la même chose. Si vous dites République, c'est forcément une République bourgeoise, effectivement, ça n'a rien à voir. Mais si République, c'est la chose publique, c'est-à-dire que le peuple prend en charge la chose publique, on pourrait considérer que c'est pareil. En fait, le mot République ne vous pose problème que parce qu'il a été couvert de merde par les élus depuis 200 ans. Je parle de la République française. Je dis de grands mots. Il a été, j'allais dire couvert de boue, mais je trouvais pas ça assez fort. C'est beaucoup plus grave que ça. Donc il a été vraiment, le mot a été salopé par les élus, par les voleurs de pouvoir depuis 200 ans. Alors c'est sûr que ce mot-là, il n'est pas appétant, il n'est pas appétissant. Mais pourtant, le mot démocratie a lui aussi été sali, et il est question, à mon avis, il est même essentiel de nous le réapproprier. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'on se laisse voler le mot démocratie, et je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on se laisse voler non plus le mot république. Les républiques ne sont pas forcément bourgeoises. On pourrait imaginer une république démocratique. Ça ne me dérange pas du tout. Donc, l'opposition sur ces mots ne me paraît pas déterminante. Il faut qu'on mette en place un régime dans lequel les peuples instituent leur puissance et font des acteurs politiques leurs serviteurs plutôt que leurs maîtres. Que s'ils veulent démettre, ce qui est possible, hein, s'ils veulent démettre, qu'ils aient le moyen, parce qu'ils écrivent la Constitution, de mettre en place les contrôles quotidiens, permanents de ces maîtres, de façon à ce que ça reste des bons maîtres. Et là, on a une forme d'aristocratie vraie, d'aristocratie contrôlée tous les jours, avec coup de pied au cul pour ceux qui ne sont plus les meilleurs. Coup de pied au cul immédiat, sans attendre à la fin d'un mandat. Maintenant qu'on appelle ça république ou démocratie, ça ne paraît pas essentiel. Sur la taille, je suis assez d'accord avec l'idée de Proudhon qu'il n'y a pas de démocratie possible à grande échelle, que la démocratie c'est forcément à petite échelle, et que pour se protéger, vous avez raison, contre les ennemis de l'extérieur qui sont puissants, qui eux ont fait nation ou eux ont fait continent, avec des armées en proportion de leur regroupement, il faut que nous soyons capables aussi de nous regrouper dans des proportions comparables pour être capables de ne pas se faire écraser, juste par survie, juste pour nous maintenir en vie. Nous avons besoin de faire société à un niveau plus grand que la commune, donc il nous faut, toujours Proudhon, l'idée de la fédération de communes pour faire l'armée qui nous protégera. Donc moi je suis plutôt communaliste, mais en même temps, je suis nationaliste parce que j'ai que ça pour me protéger contre Monsanto. Et je suis même en train de perdre la nation puisque nos représentants nationaux nous trahissent en
en bradant la souveraineté comme si elle leur appartenait alors qu'ils n'en sont que dépositaires temporaires. Et ils ne sont même pas dépositaires, ils sont les représentants, mais ils sont pas propriétaires de la souveraineté quand ils la bradent. C'est absolument du viol, hein. C'est le locataire qui vend la baraque, quoi, hein. C'est absolument insupportable. Mais bon, ils le font parce que nous les laissons faire, hein, je pense. Et donc moi je suis effectivement nationaliste faute de mieux, c'est-à-dire que jusqu'à ce qu'on ait mis en place une fédération de communes, je tiens à la nation parce que c'est tout ce que j'ai pour me protéger. Et je sais que les mondialistes, ceux qui voudraient qu'il n'y ait plus de nation, c'est les multinationales, ça, hein, les multinationales et les banques font tout ce qu'ils peuvent pour détruire l'idée de nation qui est le meilleur moyen que les humains aient pour l'instant réussi à se protéger, et réussi à trouver pour se protéger contre les tyrannies diverses. Bien sûr, les mondialistes voudraient qu'il n'y ait plus de nation et ils considèrent le nationalisme comme la faute enfin, ils font semblant de considérer parce qu'ils savent bien que c'est pas les nations qui font les guerres. C'est pas le concept de nation qui fait les guerres, c'est pas l'idée de nation qui fait les guerres. C'est évidemment pas ça. Ce qui permet de faire une guerre, c'est-à-dire pas une querelle de quartier, une guerre avec l'organisation de la puissance publique pour organiser la tuerie à grande échelle, là, il faut absolument avoir les banquiers, quoi. Il faut absolument avoir les industriels et les banquiers pour fabriquer les guerres. C'est pas du tout les nations qui font les guerres, c'est les industriels et les banquiers, évidemment. Et donc, il ne faut pas laisser conchier l'idée de nation que Robespierre et Rousseau défendaient très bien. Je suis complètement d'accord, hein, et ce que fait Pierre Hillard est tout à fait utile et remarquable. Je voulais juste rajouter une petite chose. Moi, je m'appelle Danaïs. Bonjour. Justement, c'est bien parce que là, du coup, on fait une transition. Moi, je voulais... il y a une petite idée qui me semble indispensable à rappeler, et en tout cas, avant ou parallèlement, mais peut-être avant même de réécrire la Constitution, il faudrait que nous, peuple, nous réapprenions, peut-être qu'on le savait à un moment donné, peut-être qu'on ne le savait pas, mais peut-être nous devrions réapprendre à prendre des décisions et à ce que notre voix compte. Donc, eh bien, il me semble que ça peut passer plus facilement, dans un premier temps, par du local. Et que on peut avoir, maintenant, on a des clés, il y a les colibris, il y a les villes en transition, qui apportent des outils qu'on peut se réapproprier au niveau d'une localité, une commune. Alors, ça vient tout à fait dans ce que tu es en train de dire juste là. Et que là, eh bien, à quelques-uns, on peut déjà réapprendre que on peut faire des choses et que ça aboutit. Donc voilà, peut-être ça c'est important et ça passera peut-être en même temps. Oui, voilà, merci à tous, merci à Étienne Chouard. Nous allons passer pour le moment au pique-nique citoyen, donc nous allons mettre une grande nappe ici, là, au milieu sur la pelouse. Like a cat that's playing with the ball of twine.